Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, une réunion internationale sur la Syrie s'est tenue aujourd'hui à New York. Le docteur Nabil Antaki, marista à Alep, nous dira pourquoi les Syriens se sentent exclus des discussions diplomatiques. Retour sur la mobilisation anti-GPA mercredi à Paris devant le Conseil de l'Europe. Cette mobilisation qui dépasse les clivages politiques s'est révélée payante avec le rejet d'un projet favorable à la gestation pour autrui. Il y a 80 ans, les foyers de charité proposaient leur première retraite spirituelle à Châteauneuf-de-Galore. Pour cette date anniversaire, les foyers ont publié une étude. Toutes les précisions dans cette édition. Quelle place pour le thème de la famille dans les débats avant les primaires et la présidentielle? Dans notre dossier, l'avis de nos éditorialistes. L'un est directeur de France Catholique. Bonsoir Frédéric Aymar. Bonsoir Olivier. Avec vous Henrik Lindel, chef de la rubrique Société à la vie. Bonsoir Henrik. Bonsoir Olivier. À tout à l'heure. Mais avant de développer ces titres, l'évêque de Belfort-Montbéliard, Monseigneur Blanchet, a annoncé ce matin avoir suspendu un prêtre de son diocèse. Suite à un signalement de Monseigneur Blanchet, le prêtre a été mis en examen hier dans une affaire ancienne d'agression sexuelle sur mineurs. Dans un communiqué, Monseigneur Blanchet ajoute que ces faits destructeurs atteignent très profondément la victime. Il précise que la présomption d'innocence doit toutefois être respectée. Maintenant, le témoignage du docteur Nabil Antaki depuis Alep en Syrie. Aujourd'hui, la situation du pays est au cœur d'une nouvelle réunion internationale à New York. La trêve en Syrie a duré une semaine avant de voler en éclats lundi soir. Elle prévoyait 7 jours de cessez-le-feu. En vain, depuis 5 ans, la communauté internationale ne trouve pas de solution politique à un conflit qui a fait plus de 300 000 morts. Le docteur Antaki déplore que les habitants du pays soient oubliés dans les discussions. On l'écoute. Sur le terrain, le trêve est plus respecté. Il n'y a pas autant de violence qu'avant, il y a 10 jours. Mais hier et aujourd'hui, les combats ont repris et les bombardements, l'aviation, les mortiers, tout a repris. Donc, ce qui veut dire que la trêve n'est plus respectée. Nous sommes très inquiets de cette évolution de la situation parce qu'il y a eu une internationalisation du conflit sur le terrain. Les Américains sont devenus partie prenante. Ils ont bombardé avec la coalition internationale une caserne de l'armée syrienne et ont tué 62 soldats syriens, ce qui nous rend très, très inquiets quant à l'éventuelle solution politique du conflit. Il est en train de tirer les ficelles de son côté à son gré sans tenir compte de l'intérêt de la Syrie ni du peuple syrien. On est devenus comme des marionnettes. Chacun nous utilise à sa façon, et puis ceux qui payent le prix et ceux qui souffrent, ce sont les Syriens. J'ajoute que l'exode des chrétiens au Moyen-Orient sera largement abordé pendant le synode de l'Église chaldéenne qui s'est ouvert aujourd'hui à Erbil en Irak. Les discussions porteront également sur les communautés de la diaspora ou la future béatification des martyrs. L'Église de la République démocratique du Congo a annoncé mardi suspendre sa participation au dialogue politique dans le pays, une décision pour faire le deuil de plusieurs dizaines de personnes tuées lundi lors d'une manifestation. Les participants en demandaient le départ du président Kabila à la fin de son mandat. L'opposition et les autorités se renvoient à la responsabilité des violences meurtrières. Pour mieux comprendre la position des évêques du pays, nous avons joint le père Jean-Pierre Mbelu, ce prêtre congolais, est philosophe et analyste politique. Il enseigne en Belgique. Quand nous lisons le document publié par l'Église, nous nous rendons compte qu'elle a d'abord voulu marquer sa solidarité avec tous ceux qui ont versé leur sang, et elle trouvait que continuer à participer à ce dialogue pendant que le sang congolais était versé ne serait pas logique avec son engagement, quoi. Dans sa lettre, elle dit, entre autres, dans sa déclaration, que bien qu'ayant suspendu sa participation au dialogue, elle voudrait que les élections soient organisées le plus rapidement que possible et que l'actuel chef de l'État ne puisse pas participer, ne puisse pas être candidat à ces élections-là. On indique les dates pour toutes les élections
et que le comité qui va pouvoir se charger d'organiser ces élections-là puisse être connu. Et puis aujourd'hui, le pape François a dénoncé une violence inexcusable après l'assassinat de 2 prêtres du diocèse de Papantla au Mexique, enlevés dimanche dernier et retrouvés morts lundi sur une route du nord de l'État de Veracruz, a rapporté l'agence Vaticane Fides. Le pape a exprimé sa proximité aux familles des victimes dans cette si douloureuse épreuve et il accorde sa bénédiction à la communauté ecclésiale en signe d'espérance chrétienne dans le Seigneur ressuscité. La Commission du Conseil de l'Europe a rejeté hier après-midi le projet de résolution sur la gestation pour autrui à 19 voix contre 17, un rejet salué par le collectif Nos Maternités Trafic. Nous entendions dans notre émission de mardi les inquiétudes de sa porte-parole Caroline Roux. Quelques heures avant le vote, ils étaient plusieurs centaines à Paris devant les bureaux du Conseil de l'Europe pour dénoncer un projet dangereux favorable à la GPA. Cette inquiétude dépasse largement les clivages politiques et des associations féministes. Des membres du Parti socialiste ont aussi manifesté, comme la députée de Montpellier, Anne-Yvonne Ledin. On l'écoute. Je suis là parce que je lutte contre l'idée même qu'une femme puisse devenir un instrument pour produire un bébé. C'est-à-dire qu'on transforme quelque chose qui est profondément humain, qui va toucher au corps des femmes, qui va toucher à des choses très profondes et donc aux risques que les femmes prennent, et on est en train de transformer en débat juridique. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce que le droit n'est pas la morale, certes, mais à un moment donné, il doit le retrouver. Or, la question de l'utilisation du corps des femmes pour fabriquer une personne, sans que ce soit leur propre enfant, c'est quelque chose de très très grave et c'est très inhumain. Nous attendons du Conseil de l'Europe qu'il défende les droits humains, c'est-à-dire la dignité des femmes et des enfants. Le nouvel ambassadeur de Belgique près le Saint-Siège, le comte Jean Cornet Delcius, a présenté ses lettres de créance au pape François ce matin. Il succède à Bruno Neve de Merveny, âgé de 55 ans. Jean Cornet Delcius fut notamment conseiller du prince Philippe. Avant son arrivée à Rome, il venait de passer 4 ans à Tel Aviv comme ambassadeur en Israël. Pour les 80 ans de la première retraite spirituelle au foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore, une étude a été réalisée. Le but, comprendre qui sont les 50 000 retraitants qui se rendent chaque année dans les 78 foyers dans le monde. Cette étude réalisée par les foyers permet de mieux comprendre la motivation des retraitants ou encore leurs attentes. Précision avec notre journaliste Florent de Brito. D'après les foyers de charité, 4 grands profils de retraitants ressortent. Il y a d'abord les catholiques engagés et pratiquants qui cherchent à nourrir et approfondir leur foi. Il y a ensuite les catholiques dits culturels, c'est-à-dire ceux ayant vécu dans une famille ou un milieu chrétien. Eux viennent car ils se posent des questions sur le sens de leur vie, ils cherchent à prendre du recul et se ressourcer. Il y a aussi ceux qui traversent une période difficile, des personnes, chrétiennes ou non, qui espèrent, avec une retraite, reprendre des forces et prendre de la distance avec les difficultés qu'ils vivent. Enfin, un dernier profil, les convertis ou les chrétiens qui débutent un nouveau chemin de foi et ont donc soif de spirituel. Les principales motivations pour ces temps de retraite, c'est d'abord faire une pause dans sa vie quotidienne, faire une pause aussi pour passer un moment privilégié avec Dieu, pendant un temps être déchargé de toute contrainte matérielle, enfin se recentrer, faire un tri entre les choses importantes et celles qui ne le sont pas. Autre enseignement de l'étude, beaucoup de personnes renoncent à prendre part à ces retraites pour des raisons de disponibilité, de peur de l'ennui et du silence, et la crainte de l'inconnu vis-à-vis notamment du programme de ces retraites. Voilà, je vous précise que cette enquête a été réalisée auprès d'un panel de 80 personnes qui ont déjà participé à une retraite spirituelle dans les foyers de charité. Cette année, le sanctuaire Notre-Dame de la Salette fête les 170 ans des apparitions de la Vierge. Pour marquer cet événement, KTO vous propose demain soir une émission spéciale Hors les murs présentée par Stéphanie Dupasquier. Le week-end dernier, nos équipes se sont rendues sur place pour vivre avec les pèlerins un week-end de prières et de célébrations proposé pour fêter cet anniversaire.
Une émission qui vous permettra de bien comprendre le message de la Vierge à la Salette et son rayonnement aujourd'hui. Et les festivités au sanctuaire continuent ce week-end avec le pèlerinage diocésain de Grenoble. Près de 150 jeunes accompagneront un groupe de personnes en situation de handicap. Monseigneur de Kérimel, évêque de Grenoble, nous en dit plus. Le week-end prochain, ce sera le pèlerinage diocésain. Donc il y aura les jeunes de la pastorale des jeunes, et ils seront entre 100 et 150 jeunes certainement à monter. Donc les jeunes savent monter, mais il faut les encourager, il faut leur donner rendez-vous ici. Et puis leur expliquer le message, mais ils sont tout à fait capables de comprendre. Les jeunes d'aujourd'hui vivent dans ce monde, sont en quête de sens, voient aussi... sont assez conscients, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, de la précarité de notre monde, de l'absence de sens. Et je pense qu'il est nécessaire donc de les introduire à ce message et de leur montrer l'actualité du message. Retrouvez l'émission Hors les murs demain vendredi à 20h40. Nous avons appris le décès mardi de Monseigneur Jean Chabert, évêque émérite de Perpignan. Il avait été nommé à la tête du diocèse en 1982 par le pape Jean-Paul II, après avoir été archevêque de Rabat au Maroc. Il y arriva juste après avoir été ordonné prêtre le 29 juin 1947. Au sein de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Chabert occupa également plusieurs fonctions. Ses funérailles seront célébrées ce samedi en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan. Et on poursuit notre édition avec Monseigneur Di Falco. Cette semaine, il s'appuie sur le roman de Jean Mercier, Le curé fait sa crise, pour nous rappeler que seul l'amour du Christ sauve. Bonjour. Monsieur le curé n'en peut plus. Son agenda est surbooké, les tradis le tirent à U, les progressistes à dia, on le prend en partie, on lance une pétition contre lui. Il va falloir que ses paroissiens fassent un choix, et lui aussi, soit s'enferrer dans ces querelles mesquines qui les minent tous, soit se convertir. Monsieur le curé fait sa crise est le titre d'un roman qui vient de paraître de Jean Mercier, rédacteur en chef adjoint au journal La Vie. Fruit de l'imagination de l'auteur, il n'en repose pas moins sur une grande connaissance de la vie de l'Église. Aussi, à chaque coin de page, tombe-t-on sur des personnes ou des situations existantes ou ayant existé, en France en tout cas, dans les Hautes-Alpes peut-être. Monsieur le curé fait sa crise. Dans ce roman, il prend la poudre d'escampette d'une manière originale pour se retrouver et retrouver ses paroissiens plus tard, autrement, différemment. Mais je vous laisse le découvrir si vous lisez ce livre. Quand on parle de crise, on entend situation difficile ou tendue, mais au sens le plus profond du mot. Crise veut dire décider, faire un choix. Avec la crise vient inévitablement le moment critique où il faut prendre des décisions radicales. Au cœur d'une crise, nous avons la liberté de choisir soit perdre notre temps et nos énergies à nous laisser emporter par nos petites guéguerres intestines, soit unir et orienter nos forces pour surmonter la crise, à nous de choisir. Depuis la Pentecôte, le temps de l'Église est un temps de crise, de choix et de combat. Et dans ce temps, c'est le Christ qui est crédible, et pas forcément les chrétiens que nous prétendons être. Mais pas de Christ sans ses témoins, les chrétiens. Alors, au retour des vacances, avec le retour à nos paroisses, nos mouvements, nos associations, nos voisins, peut-être convient-il de nous rappeler que même si c'est le Christ qui attire à lui tout être humain, c'est par les chrétiens qu'il le fait. L'amertume, la rancœur, les ragots, les calomnies et la vengeance n'ont jamais sauvé personne. En revanche, la transformation de tout événement en amour, si. Seul l'amour sauve. Ramasser une épingle par amour peut convertir une âme, écrivait Thérèse de Lisieux. Bonne rentrée à tous et à bientôt. Merci Monseigneur Di Falco. Et qu'est-ce que la presse chrétienne vous propose cette semaine? Réponse tout de suite. C'est la loi travail qui fait la une de France catholique cette semaine avec une question, Frédéric Aymar. Cette loi va-t-elle réussir? Alors, je n'en sais rien parce qu'en vérité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise loi. Il y a ce qu'on en fait ensuite. Et la loi travail, c'est un exemple vraiment significatif sur lequel il faut se battre
pour qu'elle devienne quelque chose qui transforme la société ou qui accompagne une transformation de la société. Cette une-là, on a mis pour faire joli la manifestation, la dernière là, qui a eu lieu, mais en fait le dossier est beaucoup plus intéressant que ça, avec des choses beaucoup plus fines, parce que c'est tout le travail du président actuel de la CFTC, le syndicat chrétien, qui est très optimiste et qui a un point de vue très amusant, très intéressant sur la révolution qu'il appelle 3.0 et qui, selon lui, grâce à toutes les négociations que la CFTC a menées, va être permise par cette loi. Donc cette loi, on est contre, en général, comme tous les Français, et puis quand on regarde dans le détail, je pense qu'il y a des choses à faire avec. Merci Frédéric. Et c'est le pape François, superstar de cinéma cette semaine, en une de la vie, Henrik Lindel. Oui, en effet, oui. Et c'est sûr que c'est le pape le plus médiatique qu'on ait jamais vu et peut-être aussi le plus populaire. Et ce n'est pas un hasard s'il y a aussi un film sur lui. Mais on ne se souvient peut-être pas forcément qu'il y a d'autres films sur d'autres papes. Nous, on parle d'une dizaine d'autres films qui ont été réalisés dans les dernières décennies. Par exemple, celui de Nanno Moretti qui s'appelle Habemus Papam. En tout cas, c'est une sorte de phénomène qu'on voudrait mettre en avant. Oui. Merci beaucoup, Henrik. Et cette semaine, Famille chrétienne propose un débat sur l'évangélisation entre l'essayiste politique Franz-Olivier Gisberg et Raphaël Cornu-Ténart, architecte et père de famille à l'origine du congrès Mission. À défaut de tomber d'accord sur l'évangélisation, ils estiment que le Dieu des chrétiens est trop absent du paysage français. De son côté, Pèlerin parle écologie avec les territoires ruraux. Il retrouve un second souffle grâce aux énergies renouvelables. L'hebdomadaire propose aussi un débat. Faut-il avoir peur de la Corée du Nord ? Regard croisé avec Antoine Bondaz, docteur et professeur à Sciences Po, Juliette Morillo, spécialiste de la Corée du Nord, et Pierre Rigoulot, historien et spécialiste des régimes communistes. L'hebdomadaire protestant Réforme montre dans une enquête que la menace populiste, souvent mise en avant, masque en réalité une grande variété de comportements. Réforme propose aussi un dossier qui nous concerne tous. Comment trouver la bonne distance avec nos voisins ? S'ils peuvent être nos meilleurs alliés, ils deviennent parfois des gêneurs, trop bruyants ou intrusifs. Ce qui n'est bien évidemment pas le cas de mes voisins ce soir que l'on retrouve tout de suite, c'est notre dossier. Réforme du collège, modification du quotient familial, facilitation d'accès à l'IVG, des dossiers sur la famille qui font débat à 8 mois des présidentielles. Alors, quelle place pour la famille dans le débat avant les échéances électorales ? Tout de suite, l'avis d'Henrik Lendel de La Vie et celui de Frédéric Aymar de France Catholique. Alors, messieurs, pour commencer, quelle place auront les questions liées à la famille dans les prochains mois pour vous, Henrik ? Moi, je pense qu'elles vont avoir une place importante. D'abord, pour une raison simplement politique, n'oublions pas que le gouvernement actuel et la majorité actuelle a démarré avec une réforme très importante dans le domaine familial. C'est une des rares réformes justement que ce gouvernement ou cette majorité a faite, c'est-à-dire le mariage pour tous. Et ce qui a provoqué un des plus grands mouvements sociaux que ce pays ait connu ces 40 dernières années. Donc, je ne pense pas que ça recommence, hein, parce que je pense que le débat sur le mariage est peut-être en grande partie derrière nous. D'ailleurs, la plupart des candidats à droite ne souhaitent pas réécrire et encore moins abroger la loi Taubira. Néanmoins, plusieurs candidats souhaitent la réécrire, et notamment François Fillon, et puis il y en a Jean-Frédéric Poisson qui souhaite aussi abroger la loi Taubira. Le Front National souhaite également abroger cette loi. Mais je pense que pour des raisons, on va dire, strictement politiques, si vous voulez bien, il y a beaucoup de débats qui vont à mon avis, qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent. Vous partagez aussi le fait que le mariage pour tous... Malheureusement pas, bien sûr, et parce que la famille, c'est certain, quand vous demandez aux Français, c'est la chose la plus importante qui compte pour eux, hein, c'est bien avant l'État, l'éducation, tout ce que vous voulez. C'est la seule chose qui les rend heureux quand tout va bien, qui leur permet de s'en sortir quand tout va mal, mais en politique, ça compte presque toujours pour du beurre, si je veux dire. C'est-à-dire que... cette fameuse réforme sociétale, je pense que les politiques n'ont pas tellement l'intention d'en tenir compte.
Ils pensent que c'est un piège pour eux. Ils ne veulent pas donner dans le panneau. Alors là, dans votre journal, j'ai beaucoup aimé l'intervention de cette députée socialiste qui est sur un thème qui est de la GPA, la législation par autrui, qui est vraiment touche aux questions familiales, à une position telle qu'à mon avis, on doit avoir, enfin, vraiment équilibrée, en plus très intelligente, avec la distinction entre morale et droit, etc., et qui montre que finalement, la famille, ça devrait être apolitique, c'est vrai. Et est-ce que justement, vous trouvez que les questions liées à la famille, elles sont trop politiques? Vous vouliez rajouter peut-être quelque chose avant? Oui, non, enfin, je veux dire, il y a la question du mariage, je disais, qui est, je crois, en grande partie même derrière nous, heureusement ou malheureusement. Mais il y a d'autres questions liées à la famille, liées à notre perception de la famille par rapport à l'individu. Il y a aussi des questions éthiques extrêmement profondes, anthropologiques, avec la question sur la gestation pour autrui en particulier. Et ces questions-là sont débattues aujourd'hui, elles le seront encore plus dans les mois qui viennent, à mon avis. Juste par rapport à la famille stricto sensu, moi je pense que le problème avec la gauche, pour faire vite, c'est que chaque fois qu'elle veut changer quelque chose dans le domaine de la politique familiale, elle cherche à redonner aux individus un peu plus de place, au détriment de cette entité qu'on appelle la famille. La droite crée moins d'ambiguïté et je pense cultive davantage le sens de la famille. C'est peut-être lié au conservatisme qui est inhérent à la droite. Mais je pense qu'il y a une grande différence là. Il y a un terrain idéologique qui est quand même créé par la gauche et que la droite s'y rend. Parce qu'il y a par exemple aujourd'hui un ministère, c'est les familles et c'est plus la famille. Finalement, ça fait en sorte que la famille n'existe plus, ça devient une collection de revendications. Et pour un homme politique, évidemment, on a toujours la tentation de donner satisfaction à une revendication partielle, parce que c'est des publics qu'on additionne. Et par contre, un grand public comme celui de la famille en général, comme on ne le sent pas, comme on a l'impression qu'on sait déjà comment ils vont voter, quels qu'ils soient, hein, que ce soit, on pense que les familles catholiques vont toujours voter à droite, on pense que les familles musulmanes vont toujours voter à gauche. Finalement, ce n'est pas un travail pour eux à faire. Vous disiez au début de votre intervention, la famille n'existe plus. Est-ce que, Henrik, vous... C'est le terrain idéologique qui a été créé là, par cette déconstruction finalement de la famille. Il y a des familles, il n'y a plus une famille, il y a des familles, vous le savez bien, toutes sortes de familles. Moi, je fais le pari d'une sorte d'optimisme, si vous voulez bien. Moi, je pense que les gens commencent bien à se rendre compte. Et écoutons nos jeunes. J'ai des enfants. Écoutons ce que disent les jeunes. Souvent, ils reviennent à des valeurs dites traditionnelles. Souvent, ils veulent se marier, ils veulent avoir des enfants. Ils veulent refonder, si vous voulez, ou reconstruire le sens de la famille qui a effectivement été... laminé, je dirais, par des décennies de réformes. Maintenant, on peut, je veux dire, c'est en fonction de ce qu'on sent. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais il y a d'autres questions qui ont tendance à devenir très importantes, comme les problèmes des inégalités, le problème de l'Europe, le problème des flux migratoires et l'identité. Mais je pense que quand on parle de la famille, toutes ces grandes questions sont liées, en fait, sont liées les unes aux autres. Il est impossible de parler de famille, de famille en tant que groupe, sans penser tout de suite au collectif, sans penser tout de suite à ce qui nous relie les uns aux autres. Juste pour conclure, il nous reste très peu de temps, une minute. Est-ce que vous pensez que les familles, aujourd'hui, elles sont entendues par les politiques, les revendications de la vie de tous les jours, qu'on connaît tous? Clairement, pour moi, elles ne sont pas entendues, mais elles peuvent se faire entendre. Il y a, la Manif pour tous, maintenant, se présente comme le syndicat des familles. C'est pas bête du tout. Et je pense que les Français ont intérêt à être dans la rue là, le 16 octobre, de quelque opinion qu'il soit, pour montrer que les familles, ça existe. Et les politiques en tiendront compte, alors. Un dernier mot, Henrik. Je partage le point de vue de Frédéric. Je pense qu'il faut évidemment qu'elle continue à se faire entendre à travers les associations, notamment les associations familiales catholiques ou protestantes. Mais je voulais juste dire que je suis assez positif et assez optimiste, en fait. Mais moi aussi, mon cher. Voilà, donc vous êtes tous les deux optimistes. Merci beaucoup, Henrik, d'avoir partagé votre regard et votre avis. Merci beaucoup, Frédéric, d'être venu, d'avoir remplacé Gérard Leclerc.
à qui on souhaite un bon rétablissement. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. L'actualité religieuse continue sur notre site. À la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.